Bonsoir à tous. La session parlementaire de juin s'est achevée sur les hauteurs du mont Kolniada Yaoundé le 6 juillet dernier. Une clôture dans un calme plat à l'image de cette session jugée par certains, à l'instar du député SDF Jean-Michel Nithieu, ennuyeuse, au point que quelques élus de l'opposition, regroupés au sein de l'Union pour le changement, se sont chargés de l'animer quelque peu un jour avant la clôture de la dite session. Ainsi, on a vu Cabral Lébi du PCRN ou encore Joshua aussi du SDF, pour ne citer que ces deux-là, s'indigner bruyamment du dépôt tardif d'un document portant nouveau cadrage budgétaire de l'État. Finalement, le document a été présenté par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, et adopté dans la foulée en l'absence des députés contestataires qui ont préféré claquer la porte. Du coup, que reste-t-il de cette session de juin qui aura néanmoins permis d'adopter 7 projets de loi, quid des sujets éludés à l'instar de cette sempiternelle question de la révision de la Constitution à l'effet de l'introduction d'un poste de vice-président de la République dans l'armature des institutions du Cameroun. Compte tenu des diverses causes, des diverses crises et situations que traverse notre pays, nos députés ont-ils été à la hauteur des enjeux à l'occasion de cette session parlementaire? Mot pour mot, édition de ce mardi 12 juillet, ouvre le débat. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous et je vous reviens dans un très court instant vous présenter le panel de cette édition. Sur le plateau ce soir, ils sont 4 comme de tradition. J'accueille à mon extrême gauche Dimitri Bala du RDPC, communicant du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Polycap, merci pour l'invitation. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de la chaîne Dash Media. Très belle chaîne, moderne, futuriste, avant-gardiste. Et je souhaite une bonne émission à tous les autres co-panélistes. Merci à vous. À côté de vous, Mathurin Biol du Social Democratic Front. Vous êtes nouvellement promu ministre du chef de cabinet en charge des travaux publics, c'est ça? En charge des travaux publics et des transports. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir convié à ce moment de débat. Je salue mes co-panélistes ici présents. Je salue vos millions de téléspectateurs. Je pense que nous allons leur procurer satisfaction en suivant cette émission ce soir. Merci à vous. Pour l'invitation. Merci. Et à ma droite, Christian Diok du PCRN. Bonsoir Christian. Bonsoir Polycap. Je préfère Christian Diok Congo parce que c'est ça qui fait la différence entre le Christian Diok Congo que je suis et les autres Christian Diok de la famille. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. J'ai un ami notamment chez Camrail qui s'appelle aussi Christian Diok. Donc Christian Diok Congo, ouais. Congo, c'est ça. En tout cas, merci et bienvenue. Et pour terminer, pour boucler la boucle, on va dire quoi, la grande royale, Suzanne Kalalobé de Dash Media, éditorialiste sur Dash Media. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Polycarpe, bonsoir à tous. Voilà, on va ouvrir cette édition avec une information qui nous est parvenue en milieu d'après-midi aujourd'hui. Cette annonce d'une nouvelle explosion d'un engin explosif improvisé au marché Mokolo à Yaoundé. C'est la deuxième fois en l'espace d'une semaine quand elle fait rapporter à l'opinion. Faut-il s'inquiéter de la résurgence de ce type de fait? Est-ce que finalement, compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut dans le Cameroun, dans le pays en ce moment, les grandes villes comme Yaoundé et Douala ne sont plus véritablement à l'abri, comme certains le pensaient il y a quelque temps encore? Christian, je commence peut-être par vous. Oui, en réalité, il faut s'attendre à ça parce que c'est depuis un moment. On a commencé par Douala, ça a été le cas à Bonabéry, ça a été le cas à Yaoundé plus d'une fois déjà. Peut-être là, c'est à grande échelle et ça commence à inquiéter. Les gars ont changé, n'est-ce pas, la stratégie. Il s'agit ici de mobiliser les affects, il s'agit de mobiliser les masses, quitte à pouvoir assimiler les gens dans cette posture-là et comprendre que la chose est en train de prendre une autre ampleur et vivement que le gouvernement de la République puisse, n'est-ce pas, prendre cela au sérieux parce qu'on est quand même parti des zones chrysogènes a priori pour, n'est-ce pas, entrer au centre et Yaoundé représentant, n'est-ce pas, au centre des institutions. Autrefois, le président de la République nous a dit quand Yaoundé respirait, Cameroun allait bien. Et si maintenant c'est Yaoundé qui est inquiété, vous voyez bel et bien qu'on a peur de croire que dans quelques jours, le drapeau sera en berne. Si de l'autre côté du territoire dit ambazonien, entre guillemets, le pouvoir central de Yaoundé n'y exerce plus totalement sa souveraineté et qu'on arrive à Yaoundé au niveau du centre, ça fait peur. Il faut donc prendre des mesures y afférentes, des mesures institutionnelles adéquates et adaptées
à cette problématique. C'est vrai que vous me direz peut-être qu'il s'agit là d'une stratégie asymétrique, mais le gouvernement de la République doit sécuriser les populations. Cela relève évidemment de son rôle. Vous n'avez qu'à voir comment on entre dans nos villes. Prenons le cas de Yaoundé, comment on entre à Yaoundé. On ne contrôle que les CNI en banque pour voir si vous avez une CNI périmée pour donner 1000 francs ou non. N'est-ce pas, aux agents de police qui sont là, on ne contrôle rien d'autre. Et ce n'est que le cas pour entrer à Yaoundé. Dans les autres villes, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que nous sommes totalement dans un environnement essentiellement insécure. Le gouvernement ne fait rien. Des mesures qui ont été quasiment prises lors du grand dialogue national pour pouvoir endiguer cette dimension chrysogène historique, vous allez dire. Mais on ne comprend évidemment pas où on est en train d'aller. Parce que on a tendance à croire que le gouvernement ne veut rien faire, ou du moins, il profite de l'économie de la guerre aussi qui s'est développée en ce sens-là. Parce que ça ne peut pas, le même attentat ne peut pas avoir lieu dans le même endroit quasiment, en moins d'une semaine. Ça pose un réel problème. C'est-à-dire, quand on a pris les autres, comment on a sécurisé? Est-ce qu'on n'a même pas mis un pas géométrique pour pouvoir sécuriser la zone quand même? En moins de 10 jours, qu'on ait encore un bis repetita, c'est-à-dire la même chose, ça pose éventuellement un problème. C'est-à-dire là, le gouvernement n'a pas pris la chose à bas le corps, et peut-être ils sont en train de minimiser la chose, pourtant les choses deviennent de plus en plus profondes. Ouais. Peut-être parce que le bilan n'est pas encore, les bilans ne sont pas encore importants. Je veux dire que l'explosion de cet après-midi, on signale un blessé. La dernière fois, c'était 3 ou 4 blessés. Donc, heureusement, on va dire, on n'est pas là pour souhaiter qu'il y ait des bilans lourds dans de telles circonstances. Est-ce que c'est peut-être ça qui fait que les autorités semblent ne pas prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer? Yaoundé, la capitale, le siège des institutions, ne serait plus sanctuarisé. Mathurin. Oui, ça pose quand même problème parce que sous d'autres cieux, quand il y a un événement comme celui-là, on voit soit le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, communiquer, soit on voit peut-être le commissaire principal de la ville ou alors le procureur de la République s'est saisi et annoncé, qualifié véritablement ce qui s'est passé, les faits. Est-ce un attentat? Est-ce un acte peut-être des ambazoniens? Ou alors, bon, il faut qu'on nous dise précisément ce qui se passe. Ce qui se passe. Ouais. Mais véritablement, et ce n'est pas ce qu'on observe. On sait qu'actuellement dans le pays, nous nous trouvons dans une situation où on a quasiment 8 régions qui sont plongées dans l'insécurité de façon connue. 8 sur 10. 8 sur 10. Donc, parce que compter? Je peux les compter. La région du sud-ouest, nord-ouest, la région de l'extrême nord, la région du nord, les régions de l'est, les régions du sud. Vous savez aussi que les régions de l'ouest, il y a des incursions des ambazoniens de temps en temps, à Bouddha, un peu partout. Vous voyez que ça monte déjà pratiquement à 7 à 8 régions. Donc, c'est véritablement, c'est sérieux. Si on aurait pu s'attendre que, bon, à l'époque, on se disait, bon, c'est déjà, au départ, on a vu les terroristes, peut-être dans la région de l'Ouest, les Centrafricains, qui avaient des incursions dans la région de l'Est. On s'est dit, bon, OK, on va contrôler la région de l'Est. Après, on a vu la région du Sud-Ouest, les régions du Sud-Ouest, Nord-Ouest. On s'est dit, non, c'est Nord, Sud, Nord-Ouest. Après, maintenant, c'était l'Ouest, étant chaque fois Fumban, Bouddha, ainsi de suite, des incursions. Et voilà que maintenant, c'est la capitale. Donc, évidemment, ça devient de plus en plus préoccupant. Et il faut évidemment que le gouvernement nous dise où est-ce qu'on va. Voilà pourquoi, à ce moment-ci, on demande à tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, de faire preuve de responsabilité. Parce que nous sommes véritablement dans une situation où tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Il faut donc que les acteurs politiques sachent que n'importe quel groupe peut décider d'exploiter cette période-ci pour amener le Cameroun à la destination que nous ne souhaitons pas. Et il revient aussi évidemment au RDPC de nous dire clairement qui sont ces acteurs qui veulent créer l'insécurité jusque dans la capitale. Parce que vous savez que nous, notre parti, le SDF, nous l'avions déjà dit clairement, nous entendons arriver au pouvoir par les unes, et uniquement par les unes. Mais nous ne connaissons pas l'agenda des autres. Il y a des gens qui ont un autre agenda. Hein? Il faut donc qu'on sache quels sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prévoient véritablement. Donc, en ce moment-là, quand on arrive à voir, bon, c'est encore circonscrit au niveau du quartier Mokolo, je pense que... Au marché Mokolo. L'un des plus grands marchés de la ville. À plusieurs reprises, on nous parle toujours de ce quartier-là. C'est un quartier où je pense que la plupart des ressortissants
viennent du nord. Tout à fait. Enfin, oui, hein, une bonne partie. La plupart. Donc, il y a des zones... Parce qu'à côté, il y a la briqueterie. Oui. Qui est majoritairement habitée par les ressortissants du nord. Tout à fait. Il y a des zones où, si on se dit, si on arrive à avoir un tel événement, ce podium, on pourrait dire que, bon, si ce sont les Ambazoniens, peuvent réussir à s'infiltrer aisément. Parce que vous savez, par exemple, je vais fréquemment dans le département d'Uncam. Il y a une forte communauté anglophone qui s'est installée du fait des troubles dans le nord-ouest et au sud-ouest. Donc, s'il venait à survenir un tel événement là-bas, on pourrait craindre notamment que les Ambaziens ont infiltré les déplacés. Mais là-bas, à Mokolo, bon, maintenant, il faut qu'on essaye de nous dire quels sont ceux, vitalement, qui sont les... Parce que je ne pense pas que les Ambaziens peuvent aller s'infiltrer dans une communauté où ils ne seront pas très bien accueillis, facilement accueillis. Donc, on va toujours vers les siens, vers la zone où on peut facilement se cacher, se camoufler et poser les actes de façon à ne pas être reconnu. Mais la police, elle est là, elle interprète, elle analyse, elle donne des conclusions. Donc, maintenant, nous attendons seulement que le ministre de la Communication, il est parfois très prompt, n'est-ce pas, à réagir quand c'est peut-être les intérêts de la France, n'est-ce pas, qui sont en danger. Mais quand c'est les intérêts des Camerounais, comme c'est le cas maintenant à la capitale, il faudrait aussi qu'ils soient prompts à venir nous expliquer véritablement qu'est-ce qu'il s'agit et à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre. Alors, Dimitri Bala du RDPC, est-ce que vous avez écouté vos copanélistes, est-ce que chez vous, dans votre parti, vous partagez l'inquiétude qui semble poindre à l'horizon au sein des populations et sur ce plateau, sur ces événements qui ont cours à Yaoundé depuis quelques jours maintenant? Vous vous dites que c'est des épiphénomènes ou il faut véritablement s'en inquiéter? Bon, ce que je voudrais commencer peut-être par préciser, avant de répondre à la question, c'est attirer l'attention des copanélistes, du copanéliste en particulier, qu'il faut éviter d'opposer ou de stigmatiser les communautés. C'est quelque chose de délicat, de dire quelle est la région majoritaire qui habite dans cet endroit et créer, n'est-ce pas, un climat de suspicion. C'est délicat et même pour la cohésion sociale, je crois que ce n'est pas quelque chose d'éthiquement acceptable. Lorsque je l'ai dit, je voudrais présenter d'abord ma solidarité, toute ma compassion aux victimes, à la victime d'aujourd'hui et aux victimes de la fois dernière, pour ce qui leur arrive. Je leur souhaite, au nom de mon parti, un prompt rétablissement. Et je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le plateau que le terrorisme aujourd'hui, s'il faut parler de terrorisme, c'est une question à laquelle, n'est-ce pas, font face la plupart des États, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit même, n'est-ce pas, nos voisins du Nigeria. Et si on revient en Afrique, on se rend compte qu'il y a comme une concentration du terrorisme dans, n'est-ce pas, les pays du Sahel, avec donc des incursions, n'est-ce pas, dans les pays limitrophes, malheureusement, comme le nôtre. Il y a eu déjà 2 situations qui, indûment, n'est-ce pas, vont créer un climat de psychose au niveau des populations. Pour le moment, on ne peut pas qualifier l'acte de terrorisme ou de pas terrorisme. Il va falloir que, n'est-ce pas, une enquête soit rapidement diligentée par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère de la Justice. Et lorsque on aura les résultats de l'enquête, on pourra donc effectivement se prononcer s'il s'agit effectivement d'une situation de terrorisme ou bien... mais ce que les gens doivent savoir, c'est que le gouvernement est à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour que la sécurité, l'ordre règne au niveau de l'État. Sur l'observation de Mathurin tout à l'heure sur l'absence de communication, il y a quand même, on est aujourd'hui mardi, on peut remonter une semaine en arrière, on n'a toujours rien dit de concret sur la nature des actes qui sont posés et l'identité des gens qui posent ces actes-là en pleine capitale. Est-ce que ce n'est pas un problème que les gens ne soient pas informés? Je pense que pour le moment, les enquêtes, les investigations suivent leur cours. Les investigations suivent leur cours
Et je pense que dans les prochaines heures, le ministre de la Communication interviendra pour repréciser les faits. Suzanne Kalouri, vous entendez les uns et les autres? J'ai entendu les uns et les autres, et moi, je ne suis pas alarmiste. C'est-à-dire qu'un acte est posé, 2 actes même, qui dérangent la sécurité des citoyens, mais ce n'est pas le premier. Et pour qu'un ministre de la Communication parle, ce n'est pas juste pour dire que je suis désolé, je présente mes condoléances, oh vraiment, c'est là. Non. Il faut qu'il ait des éléments concrets pour identifier l'acte. On est dans un monde qui aujourd'hui est Non, globalisé. non, on voit bien ailleurs ce qui se passe. Ailleurs n'est pas... La moindre étincelle. Mais Polycarpe, ailleurs... Ici ou là, tout un gouvernement. Non, ailleurs... Là, vous nous dites sur ce plateau qu'il faille attendre. Non, je dis ailleurs des jours et des jours. Ailleurs n'est pas une référence. Pourquoi? On se rend compte... Non, ailleurs n'est pas une référence parce que trop de communication tue la communication. Non, 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 non. Trop de communication tue la communication. C'est-à-dire votre stratégie de communication qui consiste à parler à tout venant. Ce n'est pas forcément une bonne... Ce n'est pas... On informe... Non, on parle à tout moment. Parce que informer les gens... Informer les gens... Leur droit, c'est de savoir ce qui se passe. Mais mon droit, c'est de savoir aussi ce qui se passe. Et de ne pas leur dire que ça s'est passé. Et voilà. Si je n'ai pas d'éléments pour étayer mes dires, je ne communique pas. Je fais de la propagande. Et l'autre danger, Polycarpe... Non, mais le gouvernement n'est pas obligé... Le gouvernement n'est pas obligé de communiquer comme vous. Attention, il n'y a pas un diktat de la communication. Ce que l'on sait, c'est que dans la communication, le côté alarmiste, qui consiste à réagir à tout moment pour tout et pour rien, participe de la propagande que veulent développer, si vous voulez, ceux qui, entre guillemets, posent un certain nombre d'actes insécures. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas de savoir si le gouvernement fait bien ou pas. Quelque part, ce n'est pas mon problème. La question, c'est si je dois communiquer, je communique sur quoi, je communique pourquoi et je dis quoi. Ce n'est pas juste pour vous satisfaire parce que vous avez envie d'entendre. Parce qu'on est plongé aujourd'hui dans des justifications où à tout moment on parle pour parler et quelque part, ça ne rassure pas. Pour qu'on rassure, il faut qu'on ait établi, vous êtes journaliste, Polycarpe. Vous ne pouvez pas dire quelque chose que vous n'avez pas établi et dont vous n'avez pas vérifié la véracité. Et vous ne pouvez pas dire quelque chose juste pour présenter vos condoléances aux familles. Ce n'est pas de ça dont les Camerounais ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de savoir ce qui se passe, qui sont les individus pour se prémunir d'un prochain coup d'éclat. Et ce que le gouvernement a besoin de savoir, c'est d'avoir le contrôle de l'événement tout entier pour pouvoir communiquer. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'on n'est pas en situation d'urgence, rien ne force à se précipiter, à dire des choses. Je n'ai pas dit qu'on n'était pas... Bon, dans tous les cas, Suzanne, on a bien compris, vous semblez être totalement d'accord avec l'attentisme, enfin le temps qui est pris pour nous dire ce qui se passe. Avec vous, attendez. Oui, non, on a aussi des oreilles pour entendre. Non, je ne suis pas d'accord avec vous et ne me prêtez pas vos mots. Non, mais je suis en train de vous parlez, c'est public, tout le monde entend ce que vous dites. Oui, mais ne me prêtez pas vos mots. Non, ce n'est pas vos propres mots. Je n'ai pas parlé d'attentisme. On revient à vous, Mathurin. Oui, je voudrais dire ceci. Ah non, ce n'est pas une condition de journalisme, Suzanne. Je sais ce que j'ai à faire. Donc je n'ai pas vous balancer sous d'autres comme ça. cieux, lorsqu'il y a un événement de cette nature, comme je disais, d'abord le procureur de la République, il vient et nous dit si c'est un attentat, si c'est un acte de grand banditisme, ou si c'est simplement un accident, parce que des gens peuvent manipuler quelque chose et que bon, des gens peuvent être en train de faire peut-être trafiquer des produits, des produits chimiques dans la contrebande et qu'au cours de manipulation des produits chimiques, il y a une explosion et ils se blessent. Il faut qu'on nous dise s'il s'agissait d'un tel cas ou alors il s'agit d'un acte de terrorisme. Mais malheureusement, depuis là, on attend. Puisque ici même à Bipanda, vous savez qu'il y a eu des amazoniens qui s'étaient retrouvés à Bipanda. Ils étaient en train de concocter, de monter un cocktail Molotov. Et il y a eu une explosion. Deux se sont brûlés. Et le gouverneur de la région nous a clairement fait comprendre ce qui s'était véritablement passé et quelles étaient les mesures qui avaient été prises. Et que les concernés, un, je pense, avait été hospitalisé, l'autre qui n'était pas gravement blessé, avait été arrêté. Donc, on a besoin de savoir, parce que nous sommes en ce moment-ci, véritablement, tout à fait inquiets en permanence. Nous sommes inquiets. Moi, je voyage parfois dans l'arrière-pays.
les gens s'inquiètent, il y a des mouvements de population par-ci par-là. Ce n'est pas pour stigmatiser les Camerounais. Les Camerounais sont libres de se déplacer, d'aller où ça leur convient. Mais quand vous vous souvenez qu'à l'ouest, à Tonga, les populations se sont affrontées parce que les déplacements dans la région anglophone créent des mouvements et quand ils viennent, ils doivent occuper des terres. Maintenant, un incident peut survenir, ça va entraîner qu'on va soupçonner tel ou on va soupçonner tel autre. Ce qui se passe maintenant actuellement à Yaoundé peut entraîner qu'on stigmatise un certain groupe de personnes pour rien. Parce qu'on se dit que puisqu'il y a l'insécurité dans telle partie du pays, peut-être ce sont eux qui sont en train d'entrer à Yaoundé pour porter maintenant la violence dans la capitale. Donc tout le monde, tous les acteurs sont inquiets, se posent des questions et on a besoin véritablement d'être clarifié, on a besoin d'être situé sur ce qui se passe véritablement dans la capitale. Christian, vous voulez prendre la parole aussi? Oui, évidemment, je vous ai déjà dit à Tata Suzanne que le gouvernement a obligation de communiquer. Le droit à l'information est un droit fondamental. Ils ont le droit de communiquer. En fait, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Et je ne sais pas si elle est en train de voir un peu le symbole que représente Yaoundé. Yaoundé, c'est le siège des institutions. C'est le sanctuaire. Le sanctuaire des institutions, pour parler comme toi, Polycap. Et si on est à Yaoundé et que la psychose gagne déjà Yaoundé, encore à Douala, on va dire dans les périphéries, ou ça se passe au sud-est. Mais qu'on soit à Yaoundé et qu'une autorité publique, aucune autorité, même au niveau local, ne sorte quand même pour assurer les populations, ça pose un problème. On se demande, on a affaire à quel gouvernement, on est là dans quel environnement. C'est le minimum, c'est du B.A.-ba du management, de l'administration. Pour le cas, vous êtes quand même le responsable d'ici. S'il y a un pépin, quelque chose qui éclate, vous descendez quand même. Complètement. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour rassurer les autres, pour dire, écoutez, on va prendre des mesures afférentes, les mesures qui vont avec, ça c'est du B.A.-ba. Et qu'on sait la dimension sécurité dans laquelle on se trouve. Et qu'on ne parvienne pas à communiquer. Il y a déjà eu ça, mais ça. Il y a même eu ça proche de la GP, c'est à Mélène. Il y a eu plus d'une explosion là-bas, de ce côté. On nous a toujours dit, c'était des explosifs, des engins explosifs qu'on a posés de ce côté, les gens ont été blessés. Ça veut dire que ça se transporte donc. On a voulu attaquer la GP du côté de Mélène, on est en train de descendre à Mukolo, qui est, n'est-ce pas, le centre de concentration des populations à Yaoundé. Et est-ce que vous essayez un peu de voir en termes de symboles et qu'on n'ait pas ce qui en incarne le pouvoir administratif pour venir rassurer les populations et que si on veut les défendre sur ce plateau en disant qu'ils vont communiquer en leur temps, on se demande bien où on va. Il faut sortir, n'est-ce pas, de ces logiciels. Il faut changer de paradigme, comprendre que nous sommes dans un autre environnement désormais et qui dit un autre environnement désormais, il faut s'adapter. Il faut donc changer ces schèmes cognitifs et même le NPM, ce qu'on appelle le nouveau management public, commande qu'à la seconde, on rende compte aux populations. Ils ont été élus pour ça. Parce que du coup aussi, pour mettre un peu d'eau dans le moulin et passer la parole à Suzanne qui la réclame, pour très brièvement, parce qu'on va passer au sujet qui nous rassemble ce soir, le fait de ne pas communiquer aussi laisse la place à d'autres canaux, à d'autres suspicions. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un véhicule qui laisse, comment qui dirait, circuler toutes sortes de fantasmes. Donc du coup, pour arrêter, vous parliez de propagande, pour arrêter ces phénomènes qui peuvent amplifier la psychose au sein des populations, il vaut mieux peut-être que les officiels puissent prendre la parole pour dire les choses, même si c'est un événement banal, qu'on nous dise finalement que, écoutez, c'est rien de très alarmant. Voilà. En tout cas, heureusement encore, les bilans sont faibles, on va dire, mais Dieu nous préserve. Si demain, imaginons que Mokolo, c'est quand même un grand marché, il y a un flux de personnes incroyables qui se ramènent là-bas. Si on avait eu 2, 3, 5, 15 morts ou des gens amputés ou autres, aujourd'hui, en plein Mokolo, en plein Yaoundé, on ne serait pas là à faire les malins à la télé ce soir. Donc ce serait véritablement en cas de crise majeure. Non, Polycap, permettez-moi de ne pas subir votre dictature de votre point de vue de la communication. Et je n'accepte pas qu'on pense que parce que je ne suis pas d'accord avec vous, alors je soutiens les autres. Comme vous, je communique, et comme vous, je suis adulte, et comme vous, je réalise et je relativise. Je pense que des événements, pour communiquer sur un événement, pour ne pas terroriser, pour ne pas créer des situations d'alarme, il ne faut pas parler pour ne rien dire ou pour juste présenter ses condoléances. Et dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement, où tout mouvement provoque justement une espèce d'hystérie collective, il faut savoir parler au moment où c'est nécessaire. Vous dites vous-même que le marché de Mokolo, ce n'est pas des morts, c'est des blessés, etc. Mais maintenant, c'est une bombe artisanale qui a explosé. Qui l'a fait exploser ?
Comment ça s'est passé et quand? Voilà les questions. Voilà les questions auxquelles il faut répondre. Si on n'a pas tous ces éléments, pourquoi venir se mettre devant les gens? Un. De deux, vous savez comme moi que les agitateurs... Est-ce que, Suzanne, est-ce que ça s'est passé autour de 14-15 heures? Oui. On est là vers les coups de 21 heures. Est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse de la part... Oui, peut-être pas spécialiste des enquêtes ou bien de la police, mais je pense que 3, 4, 5 ans plus tard, après un événement comme ça en pleine capitale, qu'on n'ait pas un début de réponse. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est aussi une faiblesse dans la structure, dans la structuration, dans notre armature. Je ne suis pas sûre. Je ne porte pas de jugement de valeur sur le travail des autres. Je ne subodore pas de l'insuffisance des autres. Je me dis, en tant qu'adulte et en tant que responsable politique, que s'il faut communiquer, ce n'est pas pour bavarder. En tant que responsable politique? Non, je me dis, pas moi. S'il faut communiquer, ce n'est pas pour bavarder. Et ce qui tue aujourd'hui la communication, c'est qu'on bavarde beaucoup. On se justifie beaucoup et on prétend qu'il faut parler à tout vent. En tout cas, on a bien compris, il est 21h, on va passer à ce qui nous rassemble, le sujet principal que nous avons... Et j'ai bien compris que vous me muselez, c'est pas grave. Non, il n'y a aucun musulman, vous avez pris la parole 2 fois. Je pense que l'ami Dimitri n'a parlé qu'une fois jusqu'ici. Il va parler bientôt. Donc il n'y a aucun musulman, sinon vous n'aurez pas été convié à ce plateau de débat ce soir. Donc le 6 juillet, s'est clôturé à Yaoundé la session parlementaire de juin. Comme on sait tous, au Cameroun, il y en a 3 sur l'année. Et donc, après celle de mars, on a eu celle de juin et est attendue pour la fin d'année la session de novembre. Qui est une session budgétaire. Et cette session, messieurs, pour certains, elle a été complètement fade. Je me souviens, lors de la précédente session, celle de mars, le président de l'Assemblée lui-même interpellait les députés, les élus du peuple, sur leur absence à l'hémicycle. Il se demandait qu'est-ce que vous irez dire à vos élus de ce que vous avez fait ici, puisque vous êtes totalement absent. Donc c'est à se demander si les élus, ceux que nous envoyons à l'hémicycle, sont véritablement à la hauteur des enjeux pour un pays, comme on le dit tous ici, qui est face à toutes ces crises, à tous ces problèmes, et qu'on sorte d'une session comme celle-là, et que Jean-Michel Deschamps notamment, député SDF encore pour revenir à lui, prenne sa plus belle plume pour interpeller le président de l'Assemblée nationale pour dire cette session a été complètement boring. Les anglophones disent boring, c'est-à-dire ennuyeuse. Donc les députés n'y ont quasiment rien fait pendant 4 semaines. Ouais, il y a eu 2 ou 3 projets de loi, enfin 7 qui ont été adoptés, mais la pertinence de ces textes, de ces lois-là, les Camerounais s'interrogent. Dimitri Bala, est-ce que c'est le sentiment qui est le vôtre que cette session de juin n'aura pas été à la hauteur des enjeux? Je suis d'abord surpris. Je suis d'abord surpris de la réaction du député auquel vous faites allusion, qui me semble-t-il n'était même pas là au début du débat d'orientation budgétaire. Et qui a attendu... Mais ça, c'est la fin. Je parle du début du débat d'orientation budgétaire, qui n'était pas là au début du débat d'orientation budgétaire. Vous avez le moyen de prouver qu'il n'était pas là? Je sais de quoi je parle. Et qui est arrivé parce qu'il a été alerté qu'il y avait de l'agitation. Il a vite acheté le vuvuzela et est arrivé là-dedans. Donc ça montre quelle qualité d'élu il pourrait être. Lorsque je l'ai dit, il est libre d'exprimer son point de vue et tout le monde sait quel genre d'élu il est. C'est quelqu'un qui aime l'agitation, le populisme, c'est sa nature. Donc tant qu'il n'y a pas ça, je crois qu'il trouvera toujours que la session, n'est-ce pas, est ennuyeuse. Maintenant, la session a été riche. Je pense que la session a été riche. Quelque chose qui a marqué la session de ce mois de juin, c'était, n'est-ce pas, la ratification de l'ordonnance rectificative du budget de l'État qui avait été signée par le président le 2 juin. Je crois que c'est quelque chose qui a été important. On n'imagine peut-être pas ce qui s'est joué, n'est-ce pas, par l'adoption de cette ordonnance, mais il s'agit de le budget qui a été voté en novembre. En novembre 2021, a connu, n'est-ce pas, des difficultés, ou du moins des difficultés, des inopérationnalités, n'est-ce pas, dans son exécution. 3 choses au moins
peuvent le justifier. Nous avons eu une crise avec les enseignants qui ont revendiqué un certain nombre de choses. Et il a fallu tenir compte de ça, n'est-ce pas, en augmentant la masse salariale. Ça avait une incidence majeure. On parle quand même, je crois, de 30 ou 50 milliards qui ont été ajoutés au ministère des enseignements secondaires. Il y a eu la hausse du coût du baril de pétrole. Et vous avez vu les chiffres d'hier. Le baril de pétrole a franchi là-bas des $100. Ça fait, puisque le Cameroun exporte le pétrole, ça a fait une rentrée de devises. C'est vrai que le Cameroun ensuite importe encore le pétrole raffiné dans les équilibres. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu une augmentation des recettes pétrolières. Au moins pour ces raisons, bon, il y a eu aussi la relative accalmie avec la pandémie du Covid-19, pour laquelle il fallait faire une réduction du compte d'affectation spéciale Covid-19, n'est-ce pas, pour d'autres charges de l'État. Donc au moins pour ça, il y avait une question majeure qui avait été inscrite, n'est-ce pas, au cours de cette session. Maintenant, la majorité des députés a estimé que la session était bonne. La majorité obèse du RDPC. La majorité des députés a estimé que la session était bonne. Les travaux se sont passés de manière sereine. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Mathurin, vous partagez ce sentiment sur la bonne tenue de cette session? Non, évidemment que non. C'est vrai que Dimitri parle pour sa chapelle. Donc pour eux, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voyez-vous. Donc, en réalité, d'abord pour préciser une chose, il faut qu'ils comprennent que chaque député a son style. Chaque député a son caractère, et chaque député vient à l'hémicycle avec son style, avec ses méthodes, avec son passé. Son agenda aussi? Un peu parfois, mais l'agenda, c'est l'agenda du parti. Il peut arriver que quelqu'un ait un agenda qui soit peut-être pas celui du parti, ça peut arriver aussi. Mais en réalité, quand un député vient, il vient avec ce qu'il a comme bagage du fait de son passé. Il peut avoir un passé militant qui est un passé d'agitateur, un passé de combattant, un passé de fonceur. Donc on ne peut pas lui reprocher d'utiliser ces méthodes-là à l'Assemblée pour exprimer ses positions ou pour défendre ses idées. Donc il ne faut pas qu'il soit choqué ou frustré ou effrayé même par le style du député Jean-Michel Nitieux. C'est sa personne, c'est sa façon à lui de véhiculer ses idées. Il n'a peut-être pas la verve, je ne sais pas, de tel ou de tel autre pour le dire avec les mots que les gens attendent, mais il le dit avec ses méthodes, avec sa manière. Et son message, ça passe. Avec son énergie, son message passe et il est entendu. Ouais, donc, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Et il ne faut pas que les gens aient toujours cette façon un peu péjorative de regarder ceux-là qui portent leur message avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vigueur. Parce que il y a des assemblées où les gens bagarrent même. Il y a des assemblées où les députés arrivent à s'empoigner. Donc, et ce ne sont pas de bons exemples. Ce n'est pas que ça ne s'agit pas de qualifier ces exemples-là. C'est ce qui arrive dans les hémicycles. Voyez-vous. Donc, maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé, il va sans dire que c'est le dernier jour qui a été le jour où, véritablement, les gens attendaient au moins que la session soit véritablement animée. Si elle avait peut-être été dormante les jours précédents, il fallait au moins que ce jour-là, parce qu'il y avait un débat d'orientation budgétaire qui était prévu. C'est un moment très important pour la nation. C'est le moment où l'ensemble, où la plupart des députés viennent présenter, viennent d'abord, le ministre vient présenter le budget tel qu'il a mis parcours, tel qu'il a été consommé, tel qu'il a été utilisé. Et aussi, il s'agit pour lui de présenter
ce que l'État entend faire dans les années à venir. C'est un programme. Maintenant, on parle de programme triennal, c'est-à-dire que sur 3 ans, ouais. l'État annonce véritablement ce qu'il entend faire, ce qu'il entend modifier, les lois qui vont, les impôts qui vont arriver, ainsi de suite, toutes les modifications sur le plan fiscal. Donc, et c'est donc le moment où les députés attendent donc, après consultation de leurs experts, quand le document leur est remis à date telle que prévoit la loi, c'est-à-dire que au plus tard le 30 juin, je veux dire au plus tard le 30 juin, les documents de cadrage doivent leur être remis afin qu'ils puissent consulter les experts. C'est le cas dans ses habitudes de l'honorable Joshua aussi, n'est-ce pas, qui est très pointueux quand il s'agit des questions budgétaires, n'est-ce pas? C'était donc ce qu'il attendait, qu'il obtenisse ces documents-là, les remettre aux experts, afin que les experts là, lui donnent des propositions, des avis qu'il devait venir défendre au cours du débat. Ça n'a pas été le cas pour lui et pour de nombreux autres députés, la majorité. Voilà pourquoi les députés de l'Union pour le changement se sont offusqués d'abord de ce manque de respect pour les parlementaires et manque de respect, de considération même pour la loi. Il faut respecter la loi. Violation des lois, on parle de violation des lois. Une violation flagrante de la loi. Donc il faut au minimum le gouvernement, puisque le ministre des Finances, lui, n'était qu'un émissaire. C'est le gouvernement qui travaille sur ces documents-là et qui propose donc qui met ces documents-là à la portée des députés afin qu'ils puissent l'étudier. Donc maintenant, les députés n'ayant pas obtenu à temps, ils étaient en droit de bloquer le déroulé. On va en venir très largement sur cet incident. Vous parliez de Joshua aussi, effectivement c'est l'un des députés qu'on a vu le plus en avant dans cet épisode de contestation. Et puis le président du PCRN, le président de l'AMI, Christian Diok Cabral-Léby, qui a parlé d'un jour sombre pour le Cameroun lors du dépôt de ces textes sur le cadrage budgétaire. J'imagine que vous aussi, comme Mathurin, vous dites, enfin, comme votre leader en tous les cas, que c'était une session ratée. Oui, j'étais ce jour à Yaoundé, j'étais au Parlement parce que j'accompagnais. J'accompagnais l'honorable président, l'honorable Ndip, dont je suis par ailleurs consultant. On a attendu beaucoup de temps pour recevoir, n'est-ce pas, ce projet au sens, n'est-ce pas, de l'article 11, alinéa 2, de la loi de 2018 portant, n'est-ce pas, régime financier. Il faut déjà dire, quand on adopte cette loi en 2018, nous on l'a salué, on a apprécié, et d'ailleurs, parce que le Cameroun s'est arrimé là à une disposition CEMAC qui nous a imposé, n'est-ce pas, ce cadrage triennal. En matière budgétaire. En 2019, ça a été raté. Je me souviens à l'époque, le NOAB aussi et les autres se sont soulevés. Ça a été passé aussi, comme ça s'est fait cette fois-ci. Et quand c'est arrivé, évidemment, la procédure a été triplement violée. D'abord, le gouvernement qui n'a pas respecté les tests au sens de la loi, c'est cité tout à l'heure l'article 11, en 16 alinéas 2 et 3, et même la commission de président qui n'a jamais été consultée, parce que la commission de président, elle est constituée des présidents, n'est-ce pas, des groupes parlementaires, des présidents de commission et des membres du bureau de l'Assemblée. Ils ont seulement découvert le test en pleine Assemblée. Même le PAN, est-ce que vous pouvez imaginer que le ministre est venu donner le test au PAN en pleine salle? Ça, c'est de l'inédit. On sait que les tests sont généralement arrivés avec des jours de retard. Ce n'est pas nouveau. On est habitué à ça, à cette façon de fonctionner avec le gouvernement de la République qui viole ces tests, qui ne respecte rien. Mais là, à une heure, n'est-ce pas, de la communication. Maintenant, revenons au fond en lui-même. Je ne sais pas pourquoi ces gens avaient peur. Parce que là, il ne s'agit pas de voter une loi, Polycap. Il ne s'agissait pas de voter la loi. Il s'agissait de discuter, tout à fait, de débattre. Donc, ce cadrage budgétaire qui est de 172 pages, dont j'ai eu la chance de feuilleter, et les 28 pages de communication du ministre ont été quasiment à 200 pages qu'on a remis aux parlementaires. Et ces 3 documents, plus la communication du ministre, ça faisait 4 documents. Il était quasiment impossible de pouvoir les feuilleter en 1 heure. En 24 heures encore,
On pouvait dire que les parlementaires ont des cabinets, on s'assoit dans les cabinets et pour essayer d'éplucher, mais c'était grave. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a caché beaucoup de choses pour le CAP. D'abord, le relèvement de l'assiette fiscale, ça va être gros. 2, le relèvement, n'est-ce pas, de carburant, je crois que c'est l'article 147 et autres que j'ai lu, alinéa bis et 2, n'est-ce pas, le relèvement du carburant à la pompe. Bref, c'est une déflagration sociale. De la subvention du carburant. C'est une déflagration sociale qui est annoncée. Non, l'augmentation du prix, moi je m'arrête à ce qui est écrit, après les tests. Et vous imaginez donc... Vous voulez dire que l'augmentation du prix à la pompe est actée? Est actée dans cette... Attendons, vous allez voir. Peut-être qu'on va discuter alors des finances en novembre, vous comprendrez pourquoi les notes se sont soulevées. C'est un coup d'État qui a été fait, visiblement. Les autres parlent, d'abord RDPC parle généralement de coup d'État scientifique, mais c'est un coup d'État à la nation. Parce qu'un document aussi sérieux, où on attend des avis, donc discuter, dire aux gens, bon, voici ce qu'on pense. Et d'ailleurs même, on parle d'un cadrage budgétaire 2023, 2024 et 2025. Donc 2025, a priori la présidentielle, et même dans ce budget, on n'intègre pas l'élection présidentielle. Si vous imaginez un peu. Pourtant, c'est ça, au moins, c'est ces orientations que les parlementaires allaient les donner, pour leur dire, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. C'est pourquoi vous avez vu, certains parlent de l'agitation. Bon, on leur concède, c'est leur expression. S'ils savent quels sont les moyens d'expression des parlementaires, ils ne parleraient pas d'agitation. Les honorables Joshua et Cabral et tous les députés de l'UPC ont évidemment levé des questions prudentielles. C'est contenu dans la Constitution. En son article, il me semble 14, alinéa 3 et même 4. Ce qui a été fait par les parlementaires. C'est pourquoi vous avez vu, quand on passe à la première élection, et d'ailleurs, il faut le relever, il y avait moins de 90 députés en salle. Parce que les parlementaires du RDPC sont quasiment jamais là. On ne sait pas à quoi sert le Parlement. Peut-être c'est pour avoir des titres et gagner des marchés publics comme ils le font quotidiennement. Sur la 80aine des députés qu'il y avait, il y a eu quasiment 40 députés qui ont voté contre. Et ça, c'était le dépouillement qui a été fait jusqu'à là, pour une fois. Et quand le PAN a constaté que s'il continuait le deuxième vote, parce que toutes les questions préjudicielles en appellent à un vote, il devrait, n'est-ce pas, se casser la figure, il a suspendu le débat. Une fois avoir suspendu le débat, on ne sait pas, le ministre, quand les autres sont sortis, oui, il a été aussi un peu forcé à suspendre le débat. Mais je demande donc, pour une loi qui n'est pas censée être soumise à votation, qu'on ne vote pas, pourquoi on refuse la discussion? Simplement pour dire, monsieur le ministre, vous avez fait ceci, nous pensons qu'on fait ceci, et qu'ils prennent des notes et qu'ils aillent, n'est-ce pas, rectifier s'ils veulent. Parce que et même la loi dit, en son article, je crois, 3, de l'article 11, n'est-ce pas, de la loi de 2018, c'est que ce cadrage budgétaire devrait être conforme aux lois des finances qui vont arriver. Vous imaginez donc que comme ils ont déjà dans leur tête de faire un passage en force, nous en imposer, n'est-ce pas, cette haute crise sociale qui est annoncée, en un moment où le Cameroun est sinistré. On a 3 régions économiquement sinistrées, on a quasiment près de 8 régions sur 10 en proie à des questions sécuritaires, on a un environnement qui est quasiment séparé. Nous prenons le cas des 2 régions du nord et du sud-est, vous prenez la zone d'Akwaya et autres. Le drapeau de l'État n'y flotte plus quasiment là-bas, c'est d'autres drapeaux qui flottent. Ça pose un problème sérieux. On se demande, est-ce que ces gens comprennent évidemment où on est en train de partir? Et même, l'autre chose, en termes d'institutions, on parlait tout à l'heure, parce que la question que vous avez posée à Biel, c'était de comprendre, je vais dire ça comme ça pour paraphraser, l'inutilité ou non de ce Parlement. Non, on ne parlerait pas de ça. En théorie, ce Parlement me semble avoir plus de pouvoir même que l'exécutif. Si vous prenez le cas de l'article 31 de la Constitution, en son alinéa 3, on vous dit que le président, une fois que la loi votée par le Parlement est transmise par le président de l'Assemblée nationale, si le président ne la promulgue pas au bout de 15 jours, vous savez qui la promulgue? C'est le président de l'Assemblée nationale, le Parlement, qui le fait. Donc, ils peuvent voter une loi là aujourd'hui pour dire le mandat de M. Biya arrive à échéance dans 3 mois. Le président de la République refuse de la promulguer et eux, ils le font. Vous êtes dans un autre monde, là. Oui, non, je parle quand même pas pour ceux qui convoquent... C'est la fiction, c'est la science-fiction. Oui, je prends l'esprit du constituant de 96 qui a donné, n'est-ce pas, la représentation nationale à ce pouvoir. Vous n'avez qu'à prendre l'article 2 ou l'article 4 qui vous dit que l'autorité de l'État est exercée par 2 points. Premier tiré, le président de la République, deuxième tiré, le Parlement. C'est la même chose. Que ce soit l'article 25, on vous dit que l'initiative de loi appartient concurremment et au président de la République et au Parlement. Donc, les ministres élus, j'allais dire nommés
le président de la République devrait avoir un peu plus de respect pour les parlementaires. Très bien. Christian parle de coup d'État contre le peuple, avec l'adoption de ce... Vous allez encore vous énerver et je vais vous énerver tous. Ah non, c'est pas nous le problème. À mon avis, si vous voulez, c'est des Camerounais qui sanctionnent. Les députés de l'opposition manquent de stratégie. C'est eux-mêmes qui disent qu'au Parlement, le RDPC a une majorité obèse, c'est-à-dire qu'elle a une majorité automatique. C'est eux-mêmes qui disent que le RDPC contrôle et veut contrôler les institutions camerounaises pour orienter. Ça veut dire quoi sur le plan stratégique? Ça veut dire que la stratégie des députés, ce n'est pas juste une fonction tribunicienne de protestation le jour où le document d'orientation budgétaire va être présenté. Ça veut dire qu'ils anticipent, ça veut dire qu'ils travaillent. Ils peuvent même, plutôt que de boycotter, préparer leur propre plaidoyer et leurs éléments de langage pour contrer éventuellement ce qui pourrait constituer ce texte d'orientation. Ils savent dans quel univers ils sont. Ils savent comment fonctionne ce pays. Ils savent comment fonctionnent ces ministres. Ils savent la situation du pays. En tout cas, ils sont censés connaître. Et ils doivent anticiper. Je pense qu'ils ont manqué de stratégie. Et c'est vrai qu'il est plus populaire de dire on ne va pas, tout en sachant que de toute façon, qu'il soit là ou pas, le texte sera quand même voté pour ce qu'il est et adopté. Donc je pense personnellement que la session n'était, peut-être qu'elle était ennuyeuse, moi j'y étais pas. Mais ce que je trouve par contre de positif, c'est que les gens disent ce qu'ils ont à dire. Mais ils le disent, à mon avis, un peu à contresens. C'est-à-dire, on n'est plus dans la rue, ils sont au Parlement. Et s'ils sont au Parlement, ils sont portés à gouverner. Quelle alternative ont-ils à présenter, même s'ils n'ont pas lu le texte à temps? Parce que vous pouvez ne pas lire le texte à temps. Mais pourquoi vous leur trouvez... Je comprends parfaitement cet argument, ces développements, mais pourquoi ces développements ne sont faits qu'à la direction des députés de l'opposition et non pas... Est-ce que vous actez quand même d'abord le jeu qui est faussé à la base par le gouvernement qui, délibérément, pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, n'a pas complètement respecté les règles de fonctionnement de l'institution même que je le dise, parlementaire. J'ai un adversaire qui a l'habitude de faire cela, je le sais. Je vais dans ces institutions pour le combattre. Si je vais pour le combattre, je dois anticiper sur tous les coups fourrés qu'il peut me proposer. Et je ne dois pas être comme un enfant pleurnichard en disant « ma maman m'a battu, elle n'aurait pas dû ». Ce sont des députés de la nation. Et à mon avis, le meilleur exemple qu'ils peuvent nous donner, c'est qu'ils ont analysé eux aussi comment le budget de l'État a fonctionné, comment l'État camerounais a fonctionné, quelles ont été les poches, etc. Et ils peuvent, avec leurs experts, sans attendre même le texte d'orientation, trouver des éléments de langage pour développer. Supposons qu'on veuille les museler, parce qu'on leur fait une stratégie du genre « on va présenter au dernier moment ». Ok, vous voulez présenter au dernier moment, mais ce n'est pas grave. Nous, on a des arguments pour dire ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons qui figure dans votre texte. Ça y figure? Non. Or, il ne crée pas le choc d'idées. Il ne crée pas la contradiction. Il crée la résistance en disant oh, on claque la porte et on s'en va. Pour moi, ce que je leur reproche, c'est une erreur de stratégie. Quand vous me dites pourquoi je ne reproche pas au RDPC, je sais comment agit le RDPC. Il agit comment? Comme vous le savez, comme vous le dites. Comment? Mais en tant que... En trichant? Est-ce que c'est la triche? C'est quoi? Non, quand vous avez le contrôle, comme vous là, vous avez le contrôle de quelque chose, vous faites tout pour arranger les choses en votre faveur. Et si les députés de l'opposition pensent que le RDPC est un on parle de l'Assemblée nationale, on parle des textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée. On ne parle pas de, je ne sais pas moi, une organisation de quartier où on parle de l'Assemblée nationale qui est dominée par un parti que tous ces partis de l'opposition dénoncent comme étant des tricheurs, dénoncent comme étant des gens qui ne veulent rien. Est-ce qu'on est au moins d'accord que sur la procédure que le gouvernement n'a pas complètement, totalement respecté le règlement de l'Assemblée nationale? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais faire une précision. Lorsque un président de la République est élu, il est élu sur la base d'un programme. Et pour mettre en exécution son programme, il s'appuie sur le Parlement, parce que c'est le Parlement qui lui donne les moyens d'agir en votant les lois qui sont conformes, n'est-ce pas, à son programme. Et donc, tous les gouvernements, tous les dirigeants mondiaux
cherche prioritairement à avoir les majorités au Parlement. C'est de bonne guerre en politique. Vous ne me direz pas que vous voulez être à l'exécutif et n'avoir pas de majorité au Parlement. Ça n'aurait aucun sens. Sauf que ça arrive souvent dans d'autres démocraties. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. La preuve même en France, là, hier. Personne ne veut ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous êtes journaliste, vous avez vous-même animé les débats dessus. La France va-t-elle être ingouvernable? C'est la question que vous avez posée, non? Voilà. Ça veut dire que tous les gouvernements, tous les exécutifs ont pour objectif d'avoir la majorité au Parlement. Ensuite, lorsque vous avez la majorité au Parlement, vous votez dans un certain nombre de lois, y compris dans la loi qui porte le régime financier de l'État, la loi de 2018, qui dit justement que le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire en fait le document de programmation économique et budgétaire doit être transmis au Parlement avant le 1er juillet. Maintenant, si ce n'est pas transmis au 1er juillet, que dit la loi? Que dit-elle? Elle ne dit rien. Elle est mieux. Mais il faut comprendre. Je ne suis pas pour... Non, il y a une zone grise là. Attention. Je ne suis pas pour la violation de la loi. Au RDPC, on n'est pas pour la violation de la loi. Nous sommes même pour le respect de la loi. Mais pourquoi on ne la respecte pas? Nous sommes pour le respect de la loi. Maintenant, permettez-moi. Oui. Je veux expliquer. Je ne veux pas justifier. Je veux expliquer, je ne veux pas justifier. Oui. Le budget de l'État. Parce que quand on parle de document de programmation économique et budgétaire, qu'est-ce qu'il contient? La première chose, c'est le document de cadrage macroéconomique de l'État sur 3 ans. Oui, c'est la première chose, c'est ce que tout le monde sait. Mais il y a également le rapport sur l'activité économique du pays, le rapport sur l'exécution du budget de l'année en cours. Et alors, vous allez faire le rapport sur le budget d'exécution de l'année en cours avant le 1er juillet, alors qu'on modifie par ordonnance le budget le 2 juin. Le Parlement même adopte la loi rectificative, la loi collective, comme on dit, le 22 juin. Et ça a des incidences, même au niveau simplement des calculs. Puisque si vous aviez un ministère qui avait 20 milliards et vous lui faites une imputation de 5 milliards, le gars a commencé à exécuter son budget. Il lui faut redéfinir les priorités. Il lui faut, dans l'urgence, redéfinir les priorités. On lui dit, on enlève 5 milliards. Tu dois redéfinir les priorités, transférer au ministère de l'économie, juge d'opportunité de l'État, faire maintenant la programmation sur le budget, qu'est-ce qui va être fait. Et en 8 jours, vous devez donc refaire la situation sur l'économie du pays. Je ne veux pas justifier, mais je peux dire que ça peut être des raisons, ça peut être des choses qui peuvent rendre compréhensible. Même si ce n'est pas compréhensible, qui peuvent au moins amener les uns et les autres, les particuliers en premier, à réfléchir sur comment contourner, puisque une loi n'est pas faite pour créer de nouveaux délinquants. Vous n'avez pas fait des lois pour créer de nouveaux délinquants. Alors, si vous vous rendez compte qu'en 2020, on modifie le budget de l'État en plein exercice. En 2021, on modifie encore le budget de l'État. En 2022, on modifie encore le budget de l'État. Ça veut dire que les hypothèses macroéconomiques sur la base desquelles on a fait les budgets passés ont subi beaucoup de fluctuations. C'est ça qu'on appelle les aléas, on appelle ça la conjoncture. Ça fluctue beaucoup. Et si c'est comme ça, mais les parlementaires peuvent anticiper en fixant plutôt un nouveau cap. C'est-à-dire, on a retenu le débat d'orientation budgétaire en juin, ils peuvent programmer ça pour une autre session. Pourquoi pas? S'il y a des difficultés sur l'opérationnalité de cette loi-là à mi-parcours, on a vu en 2020, il y a eu des problèmes. En 2021, il y a eu des problèmes. En 2022, il y a eu des problèmes. Mais ça veut dire que c'est peut-être la période qui pose problème. Et à partir de là, au lieu que mon ami Christian Diop du PCRN trouve des arguments pour que... Non, on peut justifier de 1000 manières, mais il faut trouver des solutions. L'une des solutions serait peut-être d'envisager changer la période du débat d'orientation budgétaire. Dimitri, c'est justement à ce niveau où vous faites un hors-sujet. Et c'est la question que soulevaient les parlementaires de l'UPC, de pouvoir renvoyer la chose. C'est pour ça que je... C'est justement en fait... Je suis quand même surpris que tu me dises... C'est quand nous on demandait... Nous faites de la mousson. C'est ce qu'on demandait de manière simple. Les questions prudentielles et préjudicielles qui ont été levées, les exceptions, il s'agissait de quoi? Il s'agissait ici de renvoyer le débat d'orientation budgétaire. Il n'était pas contre le débat. C'est-à-dire que si on prend même ce postulat, il participait même à aider. Mais si on va aller dans la logique qui est la tienne,
C'est-à-dire, ramenez-nous la chose en convoquant mais vous auriez encore dit qu'on a voulu... Une session extraordinaire. Attendez. C'est qu'on arrive. C'est ça qu'il est question. Et ça, c'est contenu dans l'article 14, alinéa 3 de la Constitution. Alors, Dimitri, termine. Christian, si on l'avait fait, ils auraient été les premiers à dire le RDPC a encore violé les lois. C'est clair. À mon Dieu, c'est l'argument qu'ils auraient utilisé. Ce n'est pas les parlementaires qui ont demandé de renvoyer. C'est la Constitution, c'est le respect de la loi. Christian, merci. Et quand on renvoie, c'est à la session ordinaire. Hein. Ça ne dit pas nécessairement. Ça ne dit pas extraordinaire. Non, c'est pas un ping-pong. Alors, terminons. Alors, pour sortir sur la question, les parlementaires pourraient réfléchir sur une période appropriée pour le débat d'orientation budgétaire. Ça lèverait tout équivoque. Est-ce que ce texte, comme il soutient Christian, a des pièges pour le peuple? Non. Mais je ne vois pas en quoi. Vous ne pouvez pas vouloir faire un document de cadrage macroéconomique qui vise à asphyxier le peuple. Ça n'aurait pas de sens. Dans quel but? Très bien. Alors, est-ce que du coup, messieurs, cette situation, monsieur et madame, est-ce que du coup, cette situation, ce retard du dépôt de ce texte et le non-débat, l'absence de débat pour son adoption, justifie tout ce à quoi on a assisté, et notamment ces scènes de résistance et même souvent de violence que quelques-uns des députés de l'opposition se sont fait... enfin, de ce dont on a été témoin, notamment de la part de Joshua aussi et de Cabral Lébi et d'une certaine dame de l'UPC dont le nom m'échappe, ainsi que de Jean-Michel Nitieux. Est-ce que cette situation justifiait ces actes que vous avez vus? Vous étiez témoin à l'Assemblée nationale. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà dire à Dadassou qu'on a assez entendu cette rengaine de l'opposition qui ne fait rien, qui n'anticipe pas, ainsi de suite. Là, on vous dit qu'il s'agit d'une loi, il s'agit de discuter. On va discuter sur la base de quoi? On va proposer sur la base de quoi? Il faut qu'on nous présente le rapport macroéconomique de l'année, c'est-à-dire à mi-parcours, tel que la loi le dit. Et alors, vous avez programmé ça alors que vous avez fait vous avez déjà le 22 juin et le premier si vous pouvez aider. Et même ces aléas, si on peut les convoquer, ça montre encore quoi? Ça montre ici l'inefficacité des politiques publiques de l'État. C'est-à-dire, c'est vrai que vous voulez me convoquer ici la notion de fort au prince, comme on dit, en termes d'aléas, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez une projection macroéconomique globale telle que cela doit être fait? On ne serait pas à ce niveau-ci. Mais la projection pour prendre seulement cette élément. Dimitri. Bon, c'est la crise américaine qui a fait ce que vous ne puissiez pas avoir de plantation dans votre environnement. Voilà. Ce n'est pas ça le plus important. Maintenant, je vais évidemment venir à votre question, Polycarpe. Non, les députés, les parlementaires n'ont que fait leur travail. Et ça, c'est à saluer, Polycarpe. Vous êtes des acteurs, n'est-ce pas, dans la promotion, n'est-ce pas, du jeu démocratique. Absolument. Le débat public démocratique, c'est de dire aux citoyens qui nous regardent que les parlementaires ont fait un rôle. C'était une scène colère. Une scène colère, mais ô combien légitime. Parce qu'il est quand même inadmissible que là on parle du devenir du Cameroun dans les 3 prochaines années. Il n'y a pas mieux que ça. Et une loi comme ça, un élément comme celui-là, on vient en quelques minutes venir, n'est-ce pas, vous l'imposer. Il s'agissait de discuter et d'en proposer des éléments. Et nos parlementaires n'ont que faire respecter la loi. Non que fait demander la loi, qui demande évidemment le renvoi, quitte à discuter ça en convoquant une session extraordinaire. Je te rassure donc, mon cher Dimitri, va voir la Constitution en son article 4, alinéa 3. Et que cette communication vienne à être faite. Et là, ça allait être discuté de manière simple. Et ils auraient évidemment contribué. On aurait déjà étudié celle-là, parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu l'éplucher. Parce qu'il faut vraiment des techniciens en matière de finance, c'est pas quelque chose, c'est pas de la blague. C'est la fiscalité qui va avec, c'est les politiques publiques, c'est toute la République, c'est-à-dire les 360 arrondissements en termes de PIB, des BIP et tout ce qui va avec. Il ne s'agit pas de la blague, des mairies, tout ce qui va avec, ça se projette à ce niveau. Et ce n'est pas en 30 minutes, ou même, si je veux même me résumer à la communication du ministre, le ministre qui a résumé ces 28 pages de discours en moins de 5 minutes, ou qu'aucun parlementaire ne se prononce même. Parce que l'autre chose qu'on ne dit pas, c'est ça, que les parlementaires du RDPC également, certains sont sortis, d'abord ont protesté, et la seconde protestation qu'ils ont même faite, c'est que personne n'a amendé le texte tel que la loi demande. C'est-à-dire qu'ils sont restés mieux, c'est une forme également de contestation. Ils ont refusé. Et l'autre chose que je voulais rassurer Tatassou, c'est que si on va aller dans votre logique, une fois qu'on est parlementaire, tel que la loi le dit, on est député du peuple. On n'est plus député d'un parti politique. Il faut être cohérent quand même dans l'analyse qui est la vôtre. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Une fois que vous êtes donc parlementaire, vous devez prendre en compte, n'est-ce pas, cette considération générale.
Il s'agit là du budget de l'État et pas le budget du député du Non-Ekele ou alors du député du CAM ou du SDF. Il s'agit ici de député, c'est-à-dire du budget, qui va être exécuté par l'État du Cameroun dans les 3 prochaines années. Mathurin, je voudrais dire que... sur les scènes, sur le spectacle. Je voudrais dire que j'ai été invité à un débat sur une chaîne concurrente dimanche dernier. Et avant de passer, n'est-ce pas, l'antenne, je pense en matinée, j'ai eu un appel de l'honorable Joshua aussi, qui tenait véritablement à m'expliquer, puisqu'il était au courant que je devais faire cette émission-là, il tenait à m'expliquer évidemment ce qui s'était passé au Parlement. Et pourquoi est-ce qu'il avait tenu à insister afin qu'il y ait un débat. Et il faut le dire, on ne souhaite plus véritablement fonctionner de façon aveugle. Le RDPC nous habitue véritablement à ne pas respecter les lois que lui-même il vote d'ailleurs, puisqu'il a la majorité au Parlement, des lois qu'il se donne lui-même. Donc, il fallait véritablement que ce débat ait lieu, afin que l'ensemble des députés, parce que le budget tel qu'il est exploité, tel qu'il est appliqué, hein, si on arrive à avoir des lois rectificatives, c'est parce qu'il y a de l'indiscipline. S'il y avait véritablement de la discipline, et que on avait la capacité de prévoir, parce que gouverner, c'est prévoir. Même la crise ukrainienne ne devrait pas véritablement nous secouer tel qu'on a l'impression qu'elle nous secoue. Même le Covid-19 n'aurait pu ne pas nous secouer comme on nous a dit que ça a été le cas et que malgré les fonds qui ont été alloués pour gérer cela, ces fonds même ont été détournés. Donc ça veut dire que quand on est dans l'indiscipline budgétaire, on arrive toujours dans les situations comme celle-ci où on refuse le débat. On est bloqué et on veut faire passer les choses en force. Voilà pourquoi Joshua aussi, et en compagnie de l'honorable Cabral Libye, on dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça a pu se faire peut-être une fois, 2 fois, mais ça ne peut pas se faire ainsi éternellement. Il faudrait que les choses changent. Puisque le budget n'est plus un budget qui s'applique tout simplement sur un an. C'est un budget maintenant sur 3 ans. Ça veut dire que là, c'est un quitus simplement tout simplement pour nous conduire dans des situations que nous ne pourrons pas véritablement apprécier dans les années à venir. Qu'est-ce qui amuse Dimitri? Je voudrais bien savoir, en réponse à ce que vient de dire Mathurin. Je n'ai pas envie de dire qu'il est hors de la plaque, mais ce n'est pas loin de là. Il faut comprendre, ça c'est purement économique. Vraiment, il faut comprendre. Si nous sommes ici, là, un pays, ok, sur le plateau, nous sommes 5, nous constituons un pays. Et nous sommes donc des agents économiques. Et ce qui va être macro, ce sera la somme de ce qui est micro, c'est-à-dire la somme de nos différentes activités. La mère peut dire qu'à la fin de l'année, elle va acheter un véhicule. Lui, il peut dire qu'à la fin de l'année, il veut se marier. Lui, il peut dire qu'à la fin de l'année, il va construire une industrie. Lui, il peut dire qu'à la fin de l'année, il va acheter un terrain. Moi, je peux dire qu'à la fin de l'année, je ne sais pas moi, je vais envoyer... Dimitri, tu vas nous laisser au sujet, non? Allons dans le débat. Le débat, c'est quoi? Je veux qu'une loi a été violée. Un débat devra avoir lieu. Laisse-nous le sujet, Dimitri. Là, on amène un coup d'économie maintenant. Alors, pourquoi? Il faut comprendre qu'on modifie une loi des finances. On modifie une loi des finances pour plusieurs raisons. D'abord parce que les hypothèses macroéconomiques ne sont pas vérifiées. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'une hypothèse macroéconomique ne soit pas vérifiée? La première chose, ça peut être un choc externe. C'est-à-dire que la crise du Covid... Comme une grève des enseignants, c'est un choc aussi externe. Je vous parle de choc externe. Une grève des enseignants où l'argent qui devait leur être attribué a été détourné. Écoutez. C'est ça, ce choc externe. Écoutez d'abord, écoutez. Puisqu'on a rectifié le budget par rapport au mouvement des enseignants. Je vous apprie. Si vous êtes sur le plan international, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a, depuis le mois de septembre,
2021 une augmentation du coût du fret maritime qui est passé de 2020 à 2025, il y a eu une augmentation de 250%. Et là, en 2022, le fret maritime au niveau mondial est à 400%. Ça fait quoi? Ça fait que le coût du transport au niveau mondial a augmenté et conséquemment, le prix des importations a augmenté et donc le prix des denrées au marché local a augmenté. Et c'est ça qui nous oblige d'avoir une économie totalement extravertie. Si ce n'est que ça, c'est du béaba. On prévoit toutes ces choses-là. Non, Dimitri, donc ce cours-là, on n'est pas en amphi, donc je pense qu'il faut respecter tous les autres panélistes sur le plateau et donner l'impression que personne ici ne comprend grand-chose à ce que... Je pense que c'est un peu condescendant de procéder ainsi. On vous pose des questions simples. Est-ce que ce qui s'est joué la semaine dernière à Yaoundé participe de la règle dans les procédures de l'Assemblée nationale? Vous êtes capable de nous répondre. Est-ce que, très honnêtement, vous avez le sentiment que le texte a été déposé et qu'on est passé par toutes les étapes par lesquelles on aurait dû passer pour en arriver à son adoption? Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des difficultés au niveau de l'opérationnalisation. Et donc tout ça justifie ce qui s'est passé? Ça explique, mais ça ne justifie pas. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que les députés revoient la période du débat d'orientation budgétaire. Très bien. C'est même pas une question Suzanne. de période. Mais Polycarpe, vous n'allez pas m'empêcher, malgré ce qu'il dit, de penser qu'il y a un problème de stratégie. C'est bien beau de dénoncer l'illégalité de la procédure du RDPC. Mais quand vous avez un adversaire, vous devez connaître ses méthodes et encore une fois anticiper sur ses méthodes. Quand vous posez la question de savoir ce qui s'est passé à l'Assemblée, cette agitation, elle était spectaculaire, d'accord, mais elle n'était pas efficace, puisque dans tous les cas, une fois que vous avez fait ça... On jugera peut-être l'année prochaine. Non, elle n'était pas efficace. Si je m'en tiens à ce que Mathurin vient de dire, c'est que c'est peut-être aussi un acte de témoignage, pour que les fois prochaines, le gouvernement ne soit plus enclin à procéder pareillement. Non, ce n'est pas... Je pense que attendez, est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? On a l'habitude de présenter l'Assemblée comme une chambre d'enregistrement. Est-ce que je peux terminer? Oui, Suzanne, terminez. Mais pour une fois... Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Je dis, malgré le fait que ça le dérange, quand vous avez un adversaire et qu'il a des méthodes, vous devez les contourner. Et aujourd'hui, la fonction tribunicienne et le rôle tribunicien qu'ont joué Dieu soit aussi Cabral Libye, ça ne sert à rien au peuple camerounais. À rien. Ça ne sert à rien. C'est sentencieux. Hein? Je le dis, je le pense. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut combattre? On veut empêcher que le Cameroun aille à volo. On veut empêcher que le Cameroun sombre. Les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée savent exactement sur quel mécanisme macroéconomique ou microéconomique fonctionne. Ils savent exactement quelles sont les techniques de leur adversaire. Qu'est-ce qui les empêchait, eux, de préparer une riposte meilleure que celle qu'ils ont proposée? Rien. En dehors du fait que c'est bien mieux de protester sur les réseaux sociaux, de dire que le RDPC a failli, plutôt que eux-mêmes de se préparer à le combattre, puisqu'ils le connaissent. Moi, ce que je déplore dans toute cette agitation, c'est qu'elle est inefficace. C'est qu'elle ne va pas au fond des choses. Parce que je vois les députés... Non, c'est que je vois les députés aller au fond des choses. Eux aussi, ils connaissent. Ils doivent savoir comment le budget de l'État a été consommé, faire les critiques qu'il faut pour être aussi prêts à donner leurs orientations et pas seulement à discuter sur le texte qui leur sera soumis. D'accord, le RDPC a eu tort de donner ça en retard et encore, ça fait partie de sa stratégie. Quand on le sait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il n'y a pas eu de débat sur le fond. Il n'y a pas eu de débat du tout. Et il n'y en aura pas. Et alors, les députés de l'opposition, ils seront tout maris. Ils vont se contenter, comme ils sont là, impatients de ne pas me laisser La vérité finir. aussi, c'est que quand bien il y aurait eu débat, mais il faut bien qu'il y ait débat. Le RDPC étant largement majoritaire, ils le savent. Quand ils vont à la... L'opinion des députés pour le changement. C'est pas un vote. Non, c'est pas un vote. Oui, je suis d'accord. J'ai bien compris. Oui. Pourquoi vous ne me laissez pas finir? Finissez, Suzanne. Ça vous dérange? Finissez, Suzanne. Quand ils vont à l'Assemblée, en tenant compte de la réalité des rapports de force politique, ils savent où ils vont et là où ils mettent les pieds. Et moi, je constate que les députés de l'opposition ne savent pas où ils sont. Et ils se contentent de croire que le Parlement, c'est une chambre, non pas d'enregistrement, mais il faut qu'ils se fassent remarquer. Ils ont manqué d'efficacité politique.
même si le RDPC a violé la loi. Voilà. Oui, en fait, je voudrais prendre la parole. J'ai la difficulté, n'est-ce pas, à cerner Tata Sou ce soir. J'ai peur qu'elle défende ici un postulat institutionnel. C'est tout à... Non, attendez, Polycarpe, une minute. Moi, je suis très mal à l'aise quand, en guise d'argument d'autorité, quelqu'un prétende que vous défendez un point de vue institutionnel parce que vous ne partagez pas son point de vue. Si vous permettez que je puisse arguments, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure, vous avez demandé que vous coupez. Non, je coupe là aujourd'hui parce que ça fait 2 ou 3 fois que permettez que je vous coupe, parce que là, vous me coupez. Non, je le fais parce que... Là, c'est mon temps de parole quand même. Non, ça fait 3 fois que vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé. Je suis d'accord, mais ne portez pas de jugement de valeur. Allez-y. Oui, tout comme vous portez également le jugement de valeur sur l'approche qui est la nôtre. Si vous en convenez à l'inefficacité, n'est-ce pas, de la stratégie qui est la nôtre, et vous dites que ce n'est pas un jugement de valeur, non, ça me pose un problème. C'est un constat. C'est pourquoi j'ai l'impression que depuis aujourd'hui, vous dites des choses et son contraire. C'est gentil d'ailleurs, avec tout le respect que je vous dois, Tata Sou. Je suis en train de dire ceci. L'approche qui est la nôtre, peut-être pour ramener un peu la chose dans son cadre, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de nous amener vers autre chose. Quel est le rôle du parlementaire, Polycarpe? C'est la votation des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Quand vous allez proposer quelque chose, vous allez proposer quelque chose à base de quoi? Si vous n'avez pas déjà reçu le document à partir duquel vous devez évaluer l'activité gouvernementale pour en donner, n'est-ce pas, une autre approche. C'est de ça qu'il est question. Alors, comment appréciez-vous la question que Suzanne pose? Comment appréciez-vous l'efficacité de l'action de résistance que vos leaders ont menée à l'Assemblée la semaine dernière? Je vais vous donner 2 images. Si elle me convoque, l'une des fonctions parlementaires, c'est-à-dire l'une des fonctions du parti politique, les fonctions parlementaires, la fonction tribunicienne, c'est-à-dire la fonction de porte-parole, et que cette fonction est assurée, c'est de ça qu'il est question. Il s'agit de porter les aspirations du peuple souverain électeur vers l'institution mère, le Parlement, qui les a élus. C'est ça le rôle du parlementaire. J'ai l'impression que Tata Sou demande aux parlementaires d'aller vendre un côté qui n'est pas leur travail. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que elle voulait nous engluer dans le haut sujet de Dimitri, parce que Dimitri, on est d'accord, lui, il est au sujet, il faut justifier autre chose. Voyez-vous? Et quel est donc le rôle du parlementaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, appelé au respect de la loi. Ce qui a été, je veux dire quoi, ce blocage qu'il y a eu au Parlement, c'est à saluer. Il y a une suspension. Si on parle en termes d'efficacité, y a-t-il une suspension, n'est-ce pas, des débats, oui ou non, ce jour? Oui. Est-ce que... Souffrez aussi, je vous comprends. Allez-y. Non, en fait, j'en appelle à la politique, c'est comme on appelle à la politique. Allez-y. C'est vous qui me l'avez appris, vous aussi. Allez-y. Donc, je suis en train de dire, en l'espèce, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de symboles, en termes d'image, on est en train de débattre de quoi aujourd'hui, Polycarpe? C'est parce que vous avez vu, n'est-ce pas, une action fondamentale des parlementaires. Comment vous voulez en parler de politique? C'est-à-dire, il y a une autre image derrière. Une seconde fonction, c'est la fonction de socialisation. C'est la fonction d'éducation. On éduque les masses. On leur dit, voilà ce qu'il faut. On prépare les populations à comprendre que voilà un coup de force, voilà un coup d'État. Donc, autrement, qui est en train de passer. Autrement, Mathurin, je reviens à vous. Donc, du coup, autrement, l'intention, c'était aussi de montrer au peuple ce que les députés RDPC ou le gouvernement ont fait souvent. Hein. Tout à fait. C'était d'abord la première intention. Et c'était aussi d'annoncer le danger vers lequel on va. Parce qu'il y a aussi notre député SDF, l'honorable Benil Djemeni. Il a clairement fait comprendre qu'en l'état, n'est-ce pas, le budget ne pourra pas être voté lors de la session de novembre. Puisque la loi préconise qu'il faut d'abord qu'il y ait un débat, n'est-ce pas, d'orientation budgétaire. Et c'est après ça. Et il faut aussi que, normalement, dans la procédure, il fallait que ces éléments-là, les débats d'orientation budgétaire, les différents rapports pour le budget en cours, et ainsi de suite, passent d'abord par la commission des finances. Et le député Benil Djemeni, qui est député du SDF, il dit que ce document n'est pas passé par la commission des finances. Donc il y a tout un flou qui a entouré cette fin de session, qui montre que véritablement, soit le gouvernement veut cacher quelque chose, soit il souhaite faire passer quelque chose en force. Donc ça veut dire que là où on va, on risque obligatoirement d'avoir une session extraordinaire pour pouvoir régler le quiproquo qui est arrivé le 5 juillet.
Dimitri Bala, je disais en entame de propos qu'il y a parmi les rendez-vous manqués, même si, voilà, c'est mon avis personnel, hein, j'ai consulté une ou deux personnes qui pensaient comme moi. On avait circulé sur les réseaux sociaux une semaine avant cette fameuse journée du 5, qui a vu donc ces échauffourées entre certains députés de l'opposition et le ministre des Finances, Paul Motazé, un document de travail pardon, Suzanne, qui annonçait la commission des lois constitutionnelles, et d'aucuns ont pensé qu'à l'occasion, et ça devait s'étaler sur 2 jours, d'aucuns ont pensé qu'à l'occasion allait arriver à l'Assemblée un texte portant en révision de la Constitution. Ce texte n'est jamais arrivé. D'aucuns ont spéculé sur... C'est une rumeur qui date depuis plusieurs mois maintenant sur la création d'un poste de vice-président de la République. Y compris dans les états-majors, j'ai consulté, y compris des leaders de partis, y compris des membres du gouvernement. Je crois, moi, mon cher ami, des ministres RDPC qui pensaient qu'il y aurait une révision de la Constitution à partir du moment où on convoque la commission des lois constitutionnelles. Est-ce que vous pensez que c'est là aussi un rendez-vous manqué, ou alors les gens ont trop spéculé ou fondé trop d'espoir sur ce qu'on a appelé convocation de la commission des lois constitutionnelles? Je commence par me poser la question. Hein. La commission des lois constitutionnelles, elle sert à quoi? Je crois qu'elle sert à... c'est vrai, c'est des lois constitutionnelles, mais c'est aussi la constitutionnalité des lois. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas voter des lois qui sont anticonstitutionnelles. Elles vont juger de la recevabilité des projets de loi. C'est pas son rôle, c'est le Conseil constitutionnel, vous confondez. Non. La commission des lois constitutionnelles, je crois, évalue aussi la qualité, la recevabilité des projets de loi qui ne sont pas anticonstitutionnels. Je pense bien. Je pense bien. Mais c'est quand même un peu le rôle du Conseil constitutionnel. Je suis complètement d'accord avec vous. In fine, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Non, c'est principalement... Mais maintenant, cette commission, elle est là. L'Assemblée nationale, c'est la commission là, effectivement, qui est d'abord en charge de voir si c'est les lois qui vont... Avant même la loi. C'est le Conseil constitutionnel qui juge la conformité de la loi à la Constitution. In fine. La commission des lois constitutionnelles est la loi de votation de la loi. Non, pas de votation. Non, Tatassou, là je peux parler ex-qualité quand même. Non, avec le respect que vous devez. Non, c'est pas une autorité. Oui, c'est pas comme ça. Modestement. Non, on ne s'attend pas. Oui, écoutons-nous. Terminons, Dimitri. Après, les autres prendront la parole. Donc, est-ce que du coup, pour revenir à ma question, est-ce que vous avez aussi eu écho de cette rumeur-là qui a agité le landerneau politique? Mais la rumeur, c'est la rumeur. Nous devons discuter sur les faits. On ne va pas se mettre à discuter des rumeurs. Encore que la Constitution, me semble-t-il, se modifie en session extraordinaire. Ce n'est pas en session ordinaire. Ouais. S'il faut modifier la Constitution, il faut convoquer une session extraordinaire. Donc, tant que ce n'est pas dans une session extraordinaire, ça ne sert à rien de spéculer sur le sexe des gens. Donc, il n'y a pas actualité pour vous. Même si je puis vous dire que des ministres RDPC... Ils ont cru. Croyez-moi. Vous voulez citer? Non, c'est pas un cas. C'est pas un cas. Je veux dire que c'est comme ça. Non, le problème n'est pas là. Vous avez des faux ou pas? J'ai l'info. C'est mon info. Des faits? Allons-y. Terminez votre développement. Non, je pense que ça n'a pas lieu d'être. C'est une spéculation à la camerounaise. S'il fallait réviser la Constitution, on aurait convoqué vous savez comment si on procéder. convoque une session extraordinaire, à ce moment, objectivement, on peut spéculer sur la révision de la Constitution. Oui, et je pense que nous avons aussi vent de ces rumeurs-là. Nous en avons discuté dans notre think tank avec l'honorable juge aussi. Il nous a clairement fait comprendre que pour que la Constitution soit modifiée, il faut que le Parlement soit convoqué en congrès. C'est-à-dire qu'il faut que les deux chambres soient réunies et afin qu'on puisse modifier la Constitution. Depuis mars, on en parle. Hein? Oui, on en parle. Depuis mars, la session de mars. Et ce n'était pas une session extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une attente. Il y a au moins une attente. Effectivement, on en parle. On voit ça circule un peu partout. Mais pour cette session-ci, ce n'était pas... Ce n'est pas un rendez-vous manqué. Ce n'était pas un rendez-vous qui était prévu. Donc, il faut véritablement que les choses se passent telles qu'elles devraient se passer. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on savait ce qui devait être débattu au Parlement cette fois-ci. Ce n'était pas quelque chose en rapport avec la modification de la Constitution.
Christian? Non, moi je veux me dire, en fait c'est comme ça que fonctionne ce régime, avec la rumeur. Et d'ailleurs même, il y a eu un projet d'ordre du jour dans ce sens. Je vous parle, parce que je coordonne, n'est-ce pas, le cabinet parlementaire, les parlementaires qui ont été saisis. Mais il s'avère donc qu'ils ont été butés sur la nature, n'est-ce pas, de la session, à ce moment. Et croyez-moi, je crois que soit la session extraordinaire va être convoquée, ou même pendant la session budgétaire à venir, parce qu'il n'est pas seulement dit que c'est la session budgétaire, tout autre loi peut évidemment passer. Parce que si on s'en tient au développement de Dimitri, ce sera au cours d'une session extraordinaire forcément. Non, la loi camerounaise en la matière n'est pas assez claire. Elle n'est pas assez précise. De la révision de la Constitution. Le titre de la révision de la Constitution. Il y a une différence. Mais si vous pouvez violer la loi pour le dépôt de... Vous pouvez violer la loi pour tout. Qui peut le plus peut le moins. Je veux dire que si vous pouvez commencer par la Constitution. Je crois que ce débat, c'est un débat théorique aussi entre la révision de la Constitution et la modification de la Constitution. Entre comment ça se fait, Constitution organique, ainsi de suite. Bref, c'est des débats théoriques qui ne sont pas totalement déterminés. Mais ça peut être un congrès que oui, maintenant, convoquer le congrès, la discussion et la convocation d'adoption, c'est deux mécanismes distincts. Mais bon, moi, je crois quand même que je peux vous rassurer que les nôtres également ont été saisis. Entre parlementaires, ça a discuté. J'ai été aux côtés de parlementaires, ça se parlait, évidemment. Et peut-être c'était pour prendre l'avis de ceux-ci pour voir comment ça se passerait. Et ils ont d'ailleurs eu la position qui est la nôtre. Ça ne nous pose pas de problème. D'ailleurs, dans notre projection, la forme de l'État qui est la nôtre, le fédéralisme communautaire que vous connaissez bel et bien, on a une présidence avec une vice-présidence. Donc la modification de la Constitution dans ce sens... Elle est dans les tuyaux. Ne nous poserait pas... Elle est dans les tuyaux, évidemment. Ne nous poserait en principe pas de problème. Mais ce n'est pas dans le sens qu'elle va se faire. C'est vrai qu'il y a une problématique de fond. On se demande, parce que la question de fond qui se discute, c'est que est-ce que le président de la République, en l'état, va... la modification qui est attendue, ce serait, est-ce que si le président venait à partir aujourd'hui, ce serait le vice-président, parce que n'ayant pas été élu, comme ça se passe dans les régimes présidentiels, c'est-à-dire vous avez deux têtes, un président et son vice-président qui vont à une élection. Est-ce que ce serait le cas? Je crois que c'est ça la problématique de fond. C'est à ce niveau, on essaie de chercher un peu les uns les autres. Et moi, je vais vous donner l'avis qui était le mien, parce que je l'ai dit à mon président, que le président de la République est vieux. Pour moi, s'il y a un vice-président qui peut assurer la continuité pour garantir un peu la pérennité des institutions, parce que quand on voit le président du Sénat qui, physiquement, qui vit entre Banganté, son village, et l'hôpital militaire de Niy, parce qu'il n'y participe pas aux activités parlementaires, et ainsi de suite, vous voyez que théoriquement, il ne peut pas en assurer un peu la conscience. Ça fait peur. Et avec connaissant, n'est-ce pas, l'environnement lui-même qui boue de part et d'autre au sein de leur parti, et même d'autres segments, la junte, et tout ce qui va avec, l'unité qui pourrait en arriver. Donc, nous, notre position, et ça c'est la position du secrétaire national des affaires politiques de notre parti que je suis, moi j'ai postulé pour cette approche, pour dire évidemment, si on en arrivait là, si ça peut permettre de stabiliser les institutions. Vous êtes favorable à cette révision? Favorable à cette révision, parce que ça va en droite ligne avec, n'est-ce pas, le cadre institutionnel qui est le nôtre. Suzanne Kandouvé. Moi, j'avoue que je suis un peu déroutée par mes collègues du SDF et du PCRN dans leur argumentaire. Et pas celui du RDPC? Non, parce qu'ils sont logiques et conséquents. Logiques et conséquents, pas parce que je les approuve. Mais quelqu'un qui a le pouvoir, voilà comment il agit. Quelqu'un qui veut prendre le pouvoir a une stratégie. Ce n'est pas simplement des états d'âme. Or là, j'ai beaucoup entendu, c'est mon point de vue, des états d'âme. Revenons à la rumeur selon laquelle il y aurait pu y avoir une révision constitutionnelle. Vous savez ce que c'est que le trafic d'influence? Vous êtes journaliste, vous êtes bien placé. On n'a pas fini avec le débat sur l'orientation de budget, qu'on tombe déjà sur autre chose. Moi, si j'avais un conseil, c'est que les gens se préparent au combat et développent leurs propres armes pour anticiper sur les coups durs ou les coups bas que le RDPC pourrait leur faire. Et que le débat ne porte plus sur l'agenda du RDPC. Parce que pour le moment, on ne discute que de l'agenda du RDPC. C'est lui qui impose l'agenda à l'ensemble du pays. L'opposition n'arrive pas à transcender cette espèce de programmation qui lui impose d'être toujours en train d'être contre, jamais pour lui-même, et de développer ses propres positions. Moi, j'aimerais que l'opposition soit dans un panel comme celui-là et qui nous dise voici ce que nous voulons faire. Voilà comment nous allons le faire. Vous êtes élu du peuple.
Le peuple veut vous entendre dans les propositions, pas seulement dans la critique tribunicienne de vos adversaires, parce qu'il le sait, parce qu'il sait déjà, mais plutôt dans faites rêver en disant voilà ce que nous on veut, voilà ce qu'on ne veut plus. Vous l'avez déjà dit. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que je vous disais que avant d'aller au Parlement, vous savez très bien comment ça se passe. Vous piochez. C'est vrai que j'avais vous demandé si vous avez lu déjà un programme politique un jour d'un parti politique. Plus que, bien sûr, le vôtre. Il faut éplucher, il faut travailler, il faut aller plus loin. J'ai lu, je ne voudrais pas répondre à son insolence, mais je voudrais dire que, journaliste politique que je suis, je connais parfaitement le programme du PCRN et je sais là où je peux les attaquer ou pas. Donc j'aimerais pas que mes critiques passent pour de l'insulte, mais je connais leur programme. Ce que je dis, c'est que sur ce plateau-ci, j'ai 2 SDF, PCRN, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent dans le fond. Je sais qu'ils ne sont pas d'accord parce que la loi n'a pas été respectée, mais qu'aurait-il fallu écrire? On ne parle plus de ça. Là, on parlait de la révision de la Constitution ou non. Au moins, on a des éléments factuels qui laissent à penser que ce n'est pas seulement de la rumeur, qu'il y a un petit frémissement de quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, Dimitri. Je vous ai d'ailleurs donné la position qui est la nôtre. Vous semblez dire que Christian vous informe des choses. Donc, au RDPC, il n'y a pas du tout... Tout est tranquille, Suzanne. Il n'y a pas 2 débats dans le débat. Excusez-moi, Polycarpe. Je découvre avec Christian Diop qu'il y a un projet de révision constitutionnelle. Bon, sérieusement? Je découvre avec Christian Diop. Pour l'instant. Même dans les journaux, nulle part, vous n'avez lu ça quelque part? Pour l'instant, je n'ai aucun fait sur lequel m'appuyer pour penser à une révision de la Constitution. Mais maintenant, si ça devait arriver, les lois peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Et puis on verra. Full stop. Ouais. Voilà. C'est vrai que je voulais rassurer Dimitri, c'est peut-être à votre niveau des militants de base, vous n'êtes pas au courant de... Où la chose se discute. C'est tellement méprisant ce que vous dites. Parce qu'il a dit, il découvre avec moi. Il a dit, il dit, je dis donc que j'ai donc moi la chance d'être au cœur de la discussion, au cœur de la discussion, au cœur des consultations. Je suis un acteur politique. Et je sais que c'est le secrétaire national des affaires politiques d'un parti politique qui vous parle. Les échanges se font évidemment. Et vous avez demandé quelle était la position qui est la nôtre. Je vous ai dit, la discussion s'est faite en interne. Et nous, on l'a dit, partant du postulat sur lequel nous sommes pour une présidence avec une vice-présidence. Donc, en théorie, ça nous poserait aucun problème. Maintenant, c'est l'opérationnalité de cela, comment ça va se faire. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est est-ce que si cette vice-présidence venait à être instaurée actuellement, est-ce que le vice-président continuerait-il le mandat du président de la République s'il venait, à décéder? S'il venait à démissionner, je crois que ça, c'est la question de fond. Étant donné qu'il n'a pas été élu au même moment avec l'autre, il a plutôt été nommé, voilà la problématique de fond. Et je crois quand même qu'on n'invente pas la loi à couper le beurre, Tatassou. Ça, c'est le mécanisme, c'est du B.A.B.A. quand même, comme le disait tout à l'heure. Les arguments du PCRN, le secrétaire national à la politique du PCRN, on appelle ça des arguments d'autorité. Je suis un lèse-majesté. Vous ne connaissez pas. Merci, il est 22h. Vous ne connaissez pas les autres. Il est 22h. Permettez qu'on vote, c'est votre aussi. Permettez qu'on vote, c'est votre. Je ne vais pas répondre à mon ami. Mais je ne vous mets pas en cause en disant que moi je suis. Ses propos sur argumenter au lieu de prétendre. Vous ne savez pas ce que moi je suis vraiment militant de base. Je n'ai pas connaissance du... Très bien, merci. On termine, messieurs, madame. C'est rassuré qu'on ne vous oublie pas, évidemment. À celle dame du plateau, quel honneur. Merci. Merci en tout cas, messieurs et madame, d'être venus ce soir, édifier nos téléspectateurs et notre public sur le déroulement de cette session parlementaire de juin. On aura l'occasion, j'espère, de nous retrouver sur d'autres éditions de Mot pour continuer à discourir, à discuter des problématiques qui engagent notre pays, en proie, comme on l'a dit souvent, à plusieurs crises en ce moment et à plusieurs défis pour son avenir immédiat. Merci à vous, Mathurin Biol, merci Dimitri Bara du RDPC, merci Christian Diop du PCRN, Suzanne Kalalové. À jeudi. À jeudi. Merci. Merci à vous surtout, chers amis téléspectateurs, d'être restés si tard. Enfin, il n'est que 22h au cœur de la nuit, en tout cas. À nous suivre ce soir et à très vite sur les antennes de Dash News pour d'autres débats. Bonsoir.